La capitale du pays des hommes intègres accueille du 23 février au 2 mars la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO, moment privilégié où pendant toute une semaine, Ouagadougou fait son cinéma et vibre des images de toute l'Afrique et d'ailleurs. Mais quel doux symbole pour le FESPACO 2019, une édition charnière qui consacre aussi le cinquantenaire du plus grand rendez-vous du cinéma africain. Entre leçons d'histoire et devoirs de mémoire, cette biennale doit donc également se réinventer pour relever les défis, toujours nombreux, qui se posent à lui. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré, comme vous l'aurez compris, à cet événement continental majeur qu'est le FESPACO. Et pour évoquer quelques facettes de la Biennale du cinéma africain qui souffle sa 50e bougie, j'ai fait appel à deux personnalités qui l'ont connu d'assez près. Tout d'abord, et honneur aux dames, Aline Kouala Kabouré, chargée de mission au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Bonsoir Madame Kouala et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Serge. Ancienne directrice de la télévision nationale et précédemment ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, vous avez été également, Madame Kouala, ministre de la Culture et du Tourisme, membre du jury de plusieurs festivals internationaux, mais aussi et surtout membre du comité d'organisation du FESPACO entre 1991 et 2001. Le FESPACO est donc une maison, une institution que vous connaissez très bien. Un petit mot là-dessus. Oui, c'est vrai que... Mais d'abord, un petit recul. Mon premier contact avec le FESPACO, c'était en 1985. En 1985, on va y revenir. Oui, on va revenir tout à l'heure. Oui, sinon, je peux, comme vous le dites, hein, le FESPACO, c'est notre maison, c'est notre bijou. Le FESPACO, c'est notre maison, c'est notre bijou et on va le démontrer tout à l'heure. Mon deuxième invité s'appelle Bassirou Sanogo. Il est journaliste, enseignant et consultant en communication. Bonsoir et bienvenue sur Périscope. Bonsoir. Journaliste donc de votre État, vous avez été, Monsieur Sanogo, enseignant à l'Institut africain de formation et d'éducation cinématographique, INAFEC, mais aussi directeur des études au Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou, le CIERO, sans compter que vous avez assumé de 1983 à 1987 les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso en Algérie. Expert national du colloque Quel FESPACO demain, vous avez cheminé avec cette biennale depuis le début de l'aventure et avez également été membre du comité d'organisation de plusieurs éditions. Vous êtes donc vous aussi dans votre marigot lorsqu'on parle du FESPACO et de cinéma africain. Exact. Exact. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 62e numéro de votre émission Périscope qui s'invite à présent chez vous. Le premier festival du cinéma de Ouagadougou s'est tenu du 1er au 15 février 1969. Il y a donc 50 ans maintenant que ce rendez-vous, institutionnalisé à partir de 1972, tient la route malgré les difficultés et diverses péripéties. Aujourd'hui, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est une référence de choix pour acteurs, réalisateurs, professionnels de l'image, du son et pour des milliers de cinéphiles et de visiteurs. Une fois de plus, cette année, Ouagadougou fait son cinéma, une occasion qui devrait permettre aux acteurs du 7e art de forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son identité, son économie et sa diversité. Tout d'abord, quand et comment avez-vous fait connaissance avec le festival, Madame Kouala? Oui, merci. J'étais en anticipation tout à l'heure. Exactement. Le premier contact, je peux juste dire, contact, c'était en 1985. J'étais alors étudiante en lettres modernes à l'université de Ouagadougou. Et il s'est trouvé que le thème du colloque du FESPACO 85 était cinéma et littérature. Et dans les curricula, nous avions une matière intitulée littérature parallèle. Littérature cinématographique, la littérature parallèle, c'est la littérature cinématographique et les romans policiers. C'est ça qu'on appelait littérature parallèle, à côté de la littérature connue comme... voilà. Et donc, le professeur nous avait invités à aller au FESPACO, parce que ça traite de thèmes qui fait l'objet de notre cours. Et après ça, maintenant, en 91, comme vous l'avez dit, et on avait, le FESPACO, à travers la FEPACI, avait organisé un colloque, vous devez vous en souvenir, un colloque qui devait regrouper 50 femmes
des métiers du cinéma à travers le monde, enfin, africaine et de la diaspora. Et donc, j'étais chargé d'éplucher tous les dossiers des candidatures à la participation à ce panel pour retenir les 50 femmes. Et donc, depuis, j'ai été membre du comité d'organisation jusqu'en 2000. 2001. Jusqu'en 2001. Et puis, voilà. Mais on continue toujours. On continue de nourrir la passion, la flamme pour le FESPACO parce que c'est notre affaire. Quelle est l'histoire de votre rencontre avec le FESPACO, Bassirou Samako? Moi, j'ai eu cette chance très agréable de connaître le FESPACO dès son aube, en 1969. J'étais un assidu du Centre culturel franco-voltaïque. Et c'est le directeur de ce centre, M. Claude Prieux, qui n'aura fait qu'une année ici, qui a été un directeur débordant d'activités, parce qu'en 10 mois, il a créé une troupe de théâtre, il a créé un ciné-club, entre autres, et il a été un instigateur très important du festival. J'ai donc assisté à la première édition, ainsi qu'à la seconde, et plus tard, après mon DEA en sciences de l'information, j'ai choisi de préparer une thèse sur le FESPACO, sous la direction du professeur Francis Ball de l'Université Paris 2. Donc depuis 50 ans, vous cheminez avec le FESPACO? Absolument. J'ai assisté à ces 2 premières éditions. Ce n'était pas encore institutionnalisé en 69 et 70. Et par la suite, en 79, 81, 83, j'ai été organisateur. Et par la suite, je me suis retrouvé comme ambassadeur du Burkina Faso en Algérie. Tout en étant diplomate, j'écrivais sur le FESPACO et je faisais signer les articles par des journalistes du El Moudjahid et des révolutions africaines. Ce qui veut dire que vous avez contribué à votre manière, même en étant hors du pays, à faire connaître donc ce festival aux sources de l'histoire du festival. Il y a eu des pionniers, vous l'avez souligné tout à l'heure, comme Alimata Salambéré, comme François Bassolé ou encore Claude Prieux. C'est des gens que vous avez côtoyés. Vous avez gardé le contact? Claude Prieux, j'étais jeune, hein, j'étais en première en 1969. Et M. Prieux, il faut le souligner, a été parmi les pères fondateurs. Et il a une histoire relativement au FESPACO. Quand la première édition a réussi de façon surprenante, tout le monde était surpris. Les réalisateurs, le public, les organisateurs, même le gouvernement burkinabé, enfin voltaïque à l'époque, tout le monde était surpris. Et M. Prieux avait lancé une idée. Non, l'idée a été lancée par un cercle d'amis, de connaissances, de copains, amoureux du cinéma, qui venaient du cercle d'activités littéraires et artistiques de Haute-Volta, de différents ministères, de différents clubs également. Et, disons, la plaque tournante de l'organisation, c'était au Centre culturel franco-voltaïque. Quand le festival a réussi en 69, assez curieusement, M. Prieux, qui n'aura fait que 10 mois en Haute-Volta, eh bien, a été affecté. Il n'a pas pu assister ou voir le second festival. Donc on estimait que c'était une forme de punition. Parce que pourquoi aurait-on puni si le festival a réussi? De toute façon, il y avait 24 films à cette édition. Absolument, absolument. Mais disons que l'impact que le festival a eu auprès du public a été tel que la question du cinéma, qui, d'une façon, enfin, au final, devait aboutir à la nationalisation des salles, à la création de son abossi, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ça n'allait pas dans les intérêts français. Et d'aucuns ont pensé que Claude Prieux a été sanctionné. Il a été sanctionné, donc de toute façon le festival a pris son envol, puisque de 24 films à cette édition de 1969, on est passé à 40 films déjà en 1970, et on a doublé même le nombre de participants, de cinéphiles. Donc très vite, c'est un festival qui avait sa place et qui a pris de l'engouement, Madame Kola. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 films. 1000 films. Le FESPACO a réceptionné pour faire la sélection.
Ce qui veut dire que ça continue d'évoluer. Absolument. Alors, sur les premières années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, passionné ou interpellé, disons les 10 premières éditions ou jusqu'à la 20e édition par exemple? En fait, moi, je suis une cinéphile. Quand j'étais à l'université, à chaque FESPACO, malgré notre bourse, je m'abonnais. Il y avait le tarif, un abonnement, Oui. et tu avais accès. Et chaque jour, je comptais le nombre de films. Et c'était un défi personnel qu'à la fin du FESPACO, j'ai vu au moins une quinzaine de films, une vingtaine si possible. Et donc, naturellement, c'est ça qui fait que la proximité avec le FESPACO, en 91, avec aussi les Madame Aminata Ouedraogo, qui était à l'époque directrice de la cinématographie. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le cinéma. Et c'était la seule qui avait une responsabilité après Madame Salambéré. Donc c'est cette proximité qui a fait qu'ils m'ont fait appel pour appuyer la FEPACI pour l'organisation du colloque. Et je ne suis plus partie du FESPACO. Jusqu'à celui de 2007, j'ai eu l'honneur de présider les destinées du FESPACO 2007 en tant que ministre de la Culture. Et donc c'est pour dire que le FESPACO, même à distance, on ne peut pas. Quelqu'un qui a mis pied au FESPACO ne peut pas reculer. Et comme disait le grand frère, le FESPACO 2017, j'étais aussi ambassadeur, mais j'ai demandé la permission au Sénégal. J'ai demandé la permission au chef de l'État de me permettre de venir assister au FESPACO. Et je suis venu à mes frais. Assister juste au FESPACO et le dimanche, je suis reparti. Un rendez-vous à honorer, un fait difficile à manquer en effet. Arrêt important, on s'arrête sur 1972, le premier étalon de Yenega remporté donc par le oiseau polygame du Nigérien Umaru Ganda. C'est un film qui met à mal la polygamie et donc aussi le mariage forcé. Et depuis son décès en 1981, donc depuis le décès de ce réalisateur nigérien, le FESPACO a créé donc le prix Umaru Ganda qui récompense une belle première œuvre à chaque édition du festival. Alors, c'est une bonne initiative que d'avoir... C'est une bonne initiative, mais il faut d'abord rappeler, je pense que ça c'est tout à fait normal, qu'il y a eu quand même une retombée essentielle de ce FESPACO. Après la première édition, il y a eu la seconde, qui a un peu copié sur les festivals occidentaux. En 1970, à titre de contribution, l'ambassade américaine a fait venir la célèbre actrice de cinéma, Marpesa Daum, la vedette de Orfeo Negro, que tous les lycéens et collégiens de Ouagadougou ont vu peut-être 2, 3, 4 fois. Et quand celle-ci est venue, ça a donné de l'aura au festival. Par exemple, elle a été accueillie à l'aéroport par l'ambassadeur des États-Unis, Madame Mensah, qui était présidente du festival en 1970, et également par un orchestre qui était à la mode à l'époque, les Guinaourou, où jouait le grand frère Moustapha Tchambianou. Tout ce monde était à l'aéroport. Tout ce monde était à l'aéroport pour accueillir Marpesa Daum. Et Marpesa Daum a fait le tour de tous les établissements féminins, a discuté avec les filles du cours normal, du lycée, etc. Ça donnait un cachet au festival, au point qu'on s'est demandé, est-ce qu'on voulait prendre la tournure cannoise ou de Venise? Mais en fait, ça n'a pas été ça. Par la suite, à quelques jours de la tenue du second festival en 70, le jour 1er février, 15 février 70, eh bien, il y a eu un problème, un incident peut-être heureux, en termes de sababou, comme on dit dans nos langues nationales. La Comasiko, qui ne comprennent pas nos langues nationales, sababou, ça veut dire... Sababou, ça veut dire... une malchance. Le sababou, c'est, disons, un événement qui intervient et qui est la cause de quelque chose d'heureux ou de malheureux. Voilà. Ce sababou, si vous acceptez que je continue d'utiliser le terme, c'est donc la décision de ces deux sociétés françaises, Comasiko et Secma, qui avaient deux salles à Ouaga, la salle Nader, face au commissariat de police, et la salle Olympia, qui n'existe plus aujourd'hui.
qui étaient des salles d'exploitation par la Comasiko et Secma, qui décident d'augmenter de 25% les tarifs. Donc, la troisième place, qu'on appelait par ailleurs Indiana, était à 40 francs. On décide de passer de 40 à 50 francs. La deuxième place, les bancs en pierre, étaient à 75. Ils estimaient qu'ils passeraient à 100 francs. La première place, qui était à 175, ils décident de passer à 200 francs. De l'époque. En fait. De l'époque. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, en 1966, il y a eu cette insurrection qui a fait partir Maurice Yaméogo, mais qui a installé aussi la Garangos, une forme de gouvernance, de bonne gouvernance, on le dirait aujourd'hui, mais faite de rigueur, de sacrifice pour tous les travailleurs. Alors, augmenter les prix dans un tel contexte où on demande déjà beaucoup de sacrifices aux travailleurs, surtout citadins, les priver de salles obscures, de cinéma, c'était dangereux. Et le ministre Garango, le ministre des Finances à l'époque, a dit non, on n'augmente pas. Donc il s'est opposé à l'augmentation des prix. Il y a eu le bras de fer, finalement, la Haute-Volta a décidé de nationaliser les salles. Et par la suite, il y a eu donc la création de la Sonabosi. Alors vous comprenez qu'entre le deuxième festival et l'institutionnalisation, il y a eu des événements qui ont été fortement encouragés par la Fédération panafricaine des cinéastes, qui avait été créée à Tunis en 1970, et qui, dès le départ du festival, demandait que les salles, la gestion des salles, revienne aux États, qui demandaient une certaine promotion du cinéma par la nationalisation. Alors, c'était donc un cours d'histoire hein, que vous nous faites. Cette période, Madame Kuala, comment vous l'avez vécu, vous? Vous alliez au cinéma sur les bancs en pierre? Non, ce qu'il dit, nous, moi c'est en 1974 que j'ai commencé à aller au cinéma, à Koutoukou d'abord. Les salles, c'était les mêmes configurations. Et puis ici, à Ouaga, quand même, on n'allait pas là où on disait quoi. Le terme c'était les sioux remontaient le courant. Les sioux remontaient le courant. Remontent le courant quand il y a la pluie, parce que comme c'est des salles ouvertes. Ouvertes, oui. Et quand il y a la pluie qui surprend, les places de 200 là, il y avait un auvent, mais les autres places n'étaient pas couvertes. Donc quand il y a la pluie, les places de 40-40 là, tous, ils replient sur la place de 200. Donc les gens, c'était le terme que les sioux remontent le courant. C'est ça. Donc nous avons connu ces salles, mais on essayait quand même de rentrer dans les places de 100 francs ou 200. Alors, il faut aussi dire que très vite, la question de la perspective s'est toujours posée hein, au festival en 1992, alors que le FESPACO avait donc 20 ans depuis l'institutionnalisation en 1972. Un colloque organisé par le Conseil économique et social s'est clairement demandé quel FESPACO il fallait pour demain. Vous étiez expert national de ce colloque. Comment avait-on alors dessiné le FESPACO de demain? Et ce dessin correspond-il, à votre avis, à la réalité d'aujourd'hui? Non, je pense que d'abord c'était une étude à caractère économique qui a été menée par quelqu'un qui a une carrière politique aujourd'hui et qui est le premier responsable de l'opposition, c'est-à-dire Diabré. Zéphirin Diabré. Oui, qui a été... Il était président du... Qui a mené l'étude. C'est lui qui a mené l'étude. Oui. L'étude montrait en quoi ça pouvait être rentable, le FESPACO, quelles étaient les conditions également à remplir. Donc, ça veut dire tout simplement qu'assez tôt, la préoccupation des gouvernants burkinabés s'est fait sentir. Il faut rendre cet hommage parce qu'il a fallu un gouvernement militaire, certes, mais un gouvernement militaire qui avait une certaine ouverture d'esprit, qui a accepté, dès la première édition, d'injecter 250 000 francs. En 1969, c'était quelque chose. À la deuxième édition, ils sont allés jusqu'à 900 000 francs CFA que la présidence avait donné. De l'époque, c'est beaucoup. Et la première édition a coûté environ 1 million 300. Aujourd'hui, bien entendu, on va à 500 millions et au-delà. Au-delà. Alors, c'est dire simplement que l'autorité burkinabé s'est toujours préoccupée de... Dès la première édition, la mise en avait dit, ce festival, on y tient,
Et rendez-vous l'année prochaine. L'orientation donnée par le colloque. Oui, l'orientation donnée par le colloque, c'était sur la base d'études économiques. Ça montrait simplement que le FESPACO était viable économiquement. Et les conditions ont été tracées et à la faveur donc d'un colloque national qui a réuni des experts, on a validé l'étude. C'est vrai que des fois, les gens ont l'opinion des fois où certains politiques ont la fâcheuse idée des fois de penser que le FESPACO n'est qu'un gouffre un gouffre financier où des gens se retrouvent et puis il n'y a rien, il n'y a pas de retombée. Et je pense que l'étude a été motivée aussi par cette tendance et parce qu'à chaque fois que le FESPACO est en année FESPACO, il y a toujours des difficultés financières. Non, les difficultés budgétaires. D'abord, le FESPACO n'a jamais mobilisé le budget nécessaire, suffisant pour avoir un festival comme il faut. Et souvent même, maintenant, les procédures se sont améliorées. Souvent même les déblocages, c'est la croix et la bannière. Et en tant qu'ancien ministre du FESPACO, je sais un peu de quoi je parle. Parce que les gens, je me rappelle une fois à la télé, et Mme Alimata Salambéré, qui était à l'époque ministre, secrétaire d'État à la culture, a dû subir un interrogatoire presque, je crois que c'était le journaliste Mahmoudou Ouedraogo, si je ne me trompe pas, sur la rentabilité économique et financière du FESPACO. Et je me rappelle là, et j'ai fait mienne cet avis qui était que le FESPACO, après le FESPACO, en dehors des opérateurs économiques, qui en profitent, ce qui est déjà pas mal, on ne peut pas quantifier ou évaluer des retombées, des recettes en centaines de millions comme ça. Par contre, le FESPACO a un impact économique sur notre pays dans un autre sens. À savoir que le FESPACO est, jusqu'à présent, c'est la seule vitrine de notre pays sur la scène internationale. C'est notre porte-étendard, c'est notre label. Et quel que soit, qu'il vente ou qu'il neige au Burkina, le FESPACO se tient. Et ça, c'est un mérite. Et le fait qu'aujourd'hui nous sommes à 50 ans de ce festival, sur le continent, il n'y en a pas deux, pour parler comme les voisins. Et donc, cette fidélité dans la tenue du FESPACO, dans son organisation, dans son évolution qualitative et quantitative, conforte par ricochet les bailleurs de fonds sur le Burkina. Ça conforte la confiance qu'ils ont sur nos gouvernants, sur notre pays, si bien que nous pouvons aller faire des emprunts auprès des banques, auprès des institutions internationales, des centaines de milliards pour venir construire des barrages, construire des routes, développer des infrastructures. Donc le FESPACO participe à une... oui, il participe à donner une image intéressante de notre pays qui est vu comme un pays fidèle, capable d'organiser de façon régulière et fidèle des gens, des Burkinabés qui sont sérieux, travailleurs, et la gouvernance qui vient accompagner tout ça. Donc c'est juste pour dire à ceux qui pensent que le FESPACO, pas que ne mérite pas, ils ne voient pas, en dehors du festival qui dure une semaine, de l'effervescence, ils ne voient pas l'impact important que le FESPACO exerce sur l'image de notre pays sur la scène internationale. Alors oui, plus que jamais, c'est une vitrine... Non, c'est une vitrine, mais disons, je mettrai ça au compte des retombées. Au moins, à l'ouverture de 3 Jeux Olympiques, quand la délégation burkinabé passe avec le drapeau, on fait référence au FESPACO. Là, c'est la visibilité internationale. Mais il y a d'autres types de retombées. Par exemple, la nationalisation des salles, la création de la SONOSOVI, la création du fonds d'appui au cinéma et à la production cinématographique, la création de Cinafrique, qui est la première société africaine de production cinématographique. Les usines étaient à Kosodo, et c'était un travail de M. Martial Ouedraogo, un de nos industriels. La création aussi de l'INAFEC. C'est une proposition qui a été formulée dès les années 70 par les cinéastes qui se sont adressés à l'UNESCO
Et l'UNESCO a commis un expert en la personne de M. Eno Ficcioni, qui était le président du Conseil international du cinéma et de la télévision à l'UNESCO, qui a fait les études et procédé aussi à l'installation. L'INAFEC, c'est une retombée. C'est une retombée. Et plus tard. Oui, mais il y a beaucoup de retombées. Monsieur Sa, il y a beaucoup de retombées, certes, mais aujourd'hui, 50 ans après, c'est voilà, retombées. Le problème simplement, c'est que les Africains, Air Afrique est tombée. Personne ne nie que c'est une nécessité. L'INAFEC est fermée. CDC se profile fermé, qui a été une initiative de l'OCAM, Organisation commune africaine et mauricienne. Le siège était ici. On a mis beaucoup d'espoir en ces organismes qui sont tombés. Le problème de fond, c'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance africaine. Vous vouliez réagir là-dessus? Oui, je vais réagir parce que à l'image du FESPACO, on dit panafricain. Tout le monde vient. Mais regardez les bailleurs qui sont derrière, tout ça. L'INAFEC, il y avait des étudiants étrangers, si je m'abuse. Le CIDC, Ciprofilm, Sinafrique. C'était d'intérêt continental. Absolument. Mais pour accompagner la vie de ces institutions, c'est là que tout le problème se pose. La volonté politique Et aussi. si j'ai pris un exemple, je regardais le dossier de presse du FESPACO. J'essayais d'analyser les bailleurs, ceux qui sont derrière l'organisation. C'est que des institutions nationales ou sous-régionales, UEMOA, CEDEAO, et le reste, vous ne voyez rien. Le FESPACO, malheureusement, et toutes ces institutions qui sont mortes parce que le Burkina, de la Haute-Volta au Burkina, s'essouffle à maintenir toutes ces structures, à faire vivre tout. Et donc, à un moment donné, je pense que le choix a été fait de fermer ce qui ne pouvait pas l'être. Il y a eu des velléités C'est le manque de de solidarité. délocaliser C'est le manque de solidarité. Parce que l'INAFEC, il n'y avait pas que des Burkinabés. Il y avait des Maliens, il y avait des Nigériens. Mais quand un État, par exemple, peut faire 3 ans sans verser une cotisation de 5 millions, un État. Oui, ça arrive dans les organisations interafricaines. C'est l'OCAM qui a réellement mis en place le CDC Ciprofilm. L'OCAM, c'est l'Organisation commune africaine et mauricienne. À l'époque, c'était M. Sidney Moussia, dont le directeur de cabinet était M. Emmanuel Salaméré. Ça a été installé ici en 1979. Il y a eu vraiment beaucoup de luttes pour en obtenir la présidence, enfin, la direction générale. Finalement, c'est Inoussa Osseni du Niger qui l'a emporté face aux Sénégalais. Et le Burkina s'est dépensé depuis les années 76 pour mettre en place la structure, a détaché 2 de ses cadres, M. Khalifa Koné, le premier directeur de l'information de Haute-Volta, et Jim Kola, qui ont mené les premiers travaux. Ça aboutit à la création du CTC. C'est un grand espoir pour la production et la distribution africaine. C'est mort. Parce que les politiques ne se sont pas occupés, parce qu'il y a eu la mauvaise gouvernance. Le gouvernement burkinabé tout seul ne peut pas prendre en charge. Mais pourquoi alors, à un moment donné, il était question, il y avait des agitations, en tout cas, pour réclamer le siège du FESPACO. On voulait donc délocaliser en quelque sorte. Très simple, parce que ça a été une surprise que ce petit pays pauvre, mais organisé, ait pu organiser un tel festival. Je vous ai dit comment les Français eux-mêmes ont éliminé l'un des promoteurs. Dès ce moment, il y a eu des velléités. 2 ans auparavant, 3 ans auparavant, c'est le Festival des Arts Nègres en 1966 à Dakar. Un petit clin d'œil au cinéma, mais pas grand-chose. Le Burkina, qu'on n'attendait pas, organise ce festival. Les autres se sont dit, mais écoutez, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Donc, pendant près de 10 ans, la menace a plané. Et il y a eu un raté au 5e FESPACO en 1976. Un raté organisationnel qui a failli coûter la vie au FESPACO, malgré qu'on ait eu à l'époque à construire une salle de 200 millions de francs CFA en 75-76, le Ciné Burkina, 200 millions. C'est dire simplement que le pays s'est investi et y a cru, que ses responsables y ont cru. Autrement dit, bon... Mais c'est quoi le raté?
Le raté était organisationnel. Il était organisationnel. Si pour le FESPACO, ça n'a pas réussi, ce n'est pas le cas de la FEPACI. Tu as navigué un temps. La FEPACI en temps avait été récupérée par la Tunisie. On avait délocalisé, je crois qu'ils l'ont gardé quelques années, c'est revenu encore au Burkina. Et puis finalement en 2007, quand j'arrivais comme ministre, je suis arrivé à peine 2 semaines et le secrétariat permanent du FESPACO, M. Baba Ama, M. Gaston Kaboré, ils allaient en Afrique du Sud pour dépecer la FEPACI, pour donner les structures, les 12 représentations actuelles. Alors, je ne sais pas, tout ça c'est... Mais malgré tout, bon, comme ça c'est la fédération des cinéastes, ils en disposent comme ils veulent. Mais non, ils sont ici. Mais le siège est ici, mais il est dépouillé. Oui, absolument. Parce qu'à l'époque, ils ont voulu que le Burkina continue de financer au moins 2-3 fonctionnaires, un secrétariat, 2 cadres, le siège, les locations et tout pour le siège. Mais c'est un siège dépouillé. Le Burkina avait le siège ici. M. Gaston Kaboré était le secrétaire général. Ça tournait bien. Et c'est d'ailleurs autour de la FEPACI que tous les colloques s'organisent. Oui, exactement. Et donc, si on l'a démantelé, après on vous laisse l'os, on vous dit financer. Je me rappelle à l'époque, c'était sous moi. J'ai dit, ça ne serait pas facile, mais on a besoin de réfléchir pour voir avant de... Voilà. Mais pourtant, ce siège, il faut le dire, le Burkina l'a obtenu sous l'ère révolutionnaire. C'est ça. Le charisme, l'ascendant personnel de Sankara a beaucoup joué. Il était même bien, puisqu'il y a le FESPACO. Absolument. La FEPACI. Alors, donc, on a eu ce siège et le secrétariat général. Il faut dire qu'au cours même des votes, il y a eu des situations assez difficiles. Alors, on va aller vite parce qu'on n'a pas parlé donc de cette édition. Vous avez été donc tous les deux membres des comités d'organisation de plusieurs éditions. Alors, dans quel état d'esprit se trouve-t-on lorsqu'approche ainsi l'instant où le clap de départ va être donné? Madame Bala. Je te laisse aller. J'étais au siège du FESPACO avant-hier et je disais à des jeunes qu'à notre temps, à 2-3 jours du FESPACO, les mois de vente commencent. Les ventes se nouent, le stress. Et le premier motif de stress, c'est la cérémonie d'ouverture au stade. C'est des moments cruciaux puisqu'il y avait la présence du chef de l'État, tous les invités, et tout le monde en direct. Et c'est le jour où on verra si toute la charpente, tous les scénarios, toutes les prévisions, tout est en place. Ouais. S'il y a le moindre grain de sable, c'est un problème. C'est-à-dire on avait tellement la conscience professionnelle, l'abnégation, et je vous dis, à notre temps, on faisait le FESPACO sans perdième. Même pas de carburant. Même pas de carburant. Qui sa mobilette, qui sa voiture. Pendant les 3 mois qu'on installe le comité, on travaille sans se poser de questions. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dedans alors? J'étais encore au siège aujourd'hui, j'ai entendu qu'aujourd'hui, là, si tu n'ouvres pas la tirelire, on ne bouge pas. Et nous, on a tout fait sans jamais poser comme condition d'être rémunéré pour ceci ou cela. Je pense que c'est cette abnégation des premiers que je respecte. Jusqu'à nous, on est la 2e génération. C'est cette abnégation des femmes et des hommes de valeur, engagés, qui ne voyaient que l'intérêt du FESPACO, qui ont permis à notre pays de surmonter tout ce que vous venez de dire, les pièges, les tentatives, pour maintenir le FESPACO aujourd'hui dans l'état où il est. Alors, vous avez également eu le ventre noué de temps à autre quand approche l'instant où je me rappelle au FESPACO au 6e en 1979, après le raté de 1976, on avait un docteur qui est aujourd'hui dans un organisme international qui nous prescrivait des vitamines chaque jour. Les organisateurs. Oui, des vitamines, des remontants. Ah, oui. Parce que c'était extrêmement difficile. Mais il faut dire quelque chose à l'actif du Burkina, c'est que dès que l'institutionnalisation a été faite, le Burkina a toujours composé un comité d'organisation, mettons, constitué de la crème fonctionnaire et intellectuelle du pays. Vous voyez, le président du comité d'organisation, les vice-présidents, ce n'était pas n'importe qui. Il y avait la rigueur de Garango qui était perçue aussi dans l'organisation du festival. Et on a déplacé, le festival initialement était géré par le ministère de l'Éducation nationale,
Mais à partir de 70, avec le général Bila Zagré, ministre de l'Information, c'est passé à l'information parce que le cinéma dépendait de l'information. Je veux dire que les temps ont changé. Il faut reconnaître la période d'abnégation est passée, mais je pense aussi qu'on peut la reconduire. On peut la reconduire, il faut travailler à la reconduire. Non, les choses, les mentalités, et puis on a un peu plus de moyens, le pays aussi évolue. Ce n'est plus le Burkina où le budget de l'État c'était quelques dizaines de millions. Aujourd'hui on parle en milliers de milliards, donc on ne peut pas continuer de dire aux jeunes de faire comme nous. Nous on souhaite que ça progresse, que le FESPACO soit des moments de boom économique. Voilà, alors justement, le festival a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup d'innovations sur le parcours. L'un d'entre eux était notamment la prise en compte de la dimension télévision. C'était à partir de 1993 et cette année-là, le film Au nom du Christ de l'Ivoirien Roger Uambala remporte les talons de Yenega. Comment appréciez-vous le fait qu'on ait associé la télévision à ce festival? En fait, c'est cousin-cousine, en fait. Mais je veux dire que ça ne peut pas être autrement. Parce que le cinéma aujourd'hui ne peut pas se supporter sans la télévision. C'est évident. Et à partir de ce moment, si on veut percer le marché international, il faut faire des films qui peuvent passer sur un plan mondial à la télévision. Ça me paraît évident. C'est une évolution qui est tout à fait normale et était souhaitable. Bon, maintenant, ça enrichit aussi le champ de la création. Ça a permis à ce qu'il y ait beaucoup de production. Ça a un peu aussi démocratisé la réalisation, surtout avec le numérique, qui crée son environnement en tant que technologie, mais qui fait avancer également, qui a également ses contraintes. Et ces contraintes-là, il faut en tenir compte parce qu'il y a comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, on perd en qualité. Quand les gens se plaignent, ils disent « Ah, le Burkina ne remporte pas les talons », mais c'est qu'on a fait plus de 2 décennies avant de l'avoir. Et ça, c'est tout à l'honneur du festival parce que le festival n'est pas là pour conforter le Burkina. Le festival est quelque chose d'ouvert et je pense que son succès international vient du fait aussi que c'est organisé de façon sérieuse. Et que le film qui est primé mérite effectivement d'être primé. Absolument. Le film qui est primé mérite d'être primé. Justement, le développement du numérique, de la télévision, a fait justement que on n'est plus passionné des grandes salles de ciné. Les salles de ciné elles-mêmes sont dans une situation plutôt déplorable. Est-ce un mal pour un bien? La question du numérique, je crois, c'est autour des années 2005-2007. que le débat a commencé. Et je sais qu'en 2007 déjà, il y a pas mal de cinéastes de long métrage, de réalisateurs de long métrage qui allaient au Maroc pour gonfler, ils ont un peu ce terme-là, un peu gonfler pour... Ça revenait moins cher, avec 40 millions. Ils sortaient un format et long métrage, alors que si c'est les bandes là, les pellicules, les 16 mm, ça demande beaucoup plus. C'est des frais du studio, 35. Mais c'est là, les 35 là. Mais c'est le format le plus professionnel, utilisé par tous les grands festivals. Et donc jusqu'en 2007, on a résisté. On n'a pas voulu que les réalisateurs déposent au FESPACO des supports numériques. Mais on a passé aussi la période où les réalisateurs avaient beaucoup de sources de financement. La France finançait, l'Union européenne, la coopération audiovisuelle et beaucoup d'autres partenaires. Et les financements se faisant de plus en plus rares, alors que le numérique devenait de plus en plus accessible. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, l'évolution, on ne l'arrête pas. L'évolution suit son cours. Donc, si bien qu'aujourd'hui, même, j'ai vu que même pour réceptionner les copies, ce n'est plus les supports matériels qu'il fallait poster, mais les gens envoient tout compressé et puis en format numérique. Donc, le numérique permet, je peux dire, un meilleur accès au cinéma. À ça, puisque tous les supports de diffusion, tout est numérique aujourd'hui. On ne peut pas résister. De toute façon, c'est l'ère du temps. On ne peut pas arrêter le progrès. Mais il faut s'adapter au progrès. Je pense que quelque part, ce numérique démocratise au niveau de la création. Il est vrai que les écoles de formation, l'apparition de réalisateurs privés qui ne soient pas sous la coupe de l'État a été favorisée par le FESPACO,
Mais aujourd'hui, avec le numérique, il y a la nécessité de maîtriser la technologie. Mais comme c'est aussi des histoires, ce n'est pas qu'un canal. C'est au niveau de ces histoires, justement, de cette consistance des films que le problème se pose. Alors, donc, la nécessité de renforcer la formation, la nécessité de bénéficier aussi de l'expérience des aînés d'il y a 20, 25 ans. Aujourd'hui, les garçons caporés, c'est quand même, je ne dis pas les grands-pères, mais c'est les papas. Ils doivent passer la main à une génération. Et cette génération n'a pas, je m'excuse du terme, un background culturel et leur connaissance également. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a la nécessité de renforcer la formation, d'autant que le transfert de compétences, dans la mesure où la technologie est beaucoup plus simplifiée et accessible. Et puis aussi, par rapport à l'évolution, hein, c'est le colloque de la FEPACI. Tous les colloques, chaque FESPACO est tissé autour d'un thème. Oui. Et à chaque fois qu'il y a une étape cruciale à franchir, le FESPACO en fait un thème du colloque. Et c'est l'ensemble des professionnels qui aident à orienter, à faire des choix et à prendre les décisions que le FESPACO applique. Alors, on va faire un petit arrêt sur l'évolution aussi du palmarès, où on a vu à partir de 2005 apparaître donc des trophées d'or, d'argent et de bronze dans les catégories long métrage et court métrage. Est-ce là aussi une évolution positive, Madame Koala? Bien sûr, tout à fait, parce qu'on est parti du seul étalon. Bon, et si vous venez tous lutter pour juste un trophée, c'est pas pareil que s'il y a la chance d'avoir un deuxième et un troisième. Je pense que l'extension de l'étalon, de l'or à l'argent et au bronze, part du principe ou du souci d'ouvrir l'encouragement aux professionnels. Ça permet de distribuer plus de prix. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que les prix spéciaux ont été encouragés. D'abord institutionnel et maintenant c'est plus ou moins ouvert, même si c'est encadré par un règlement intérieur pour permettre à des personnes morales d'offrir des prix spéciaux en fonction des objectifs qu'ils poursuivent à travers les films. Et puis aussi, il faut remarquer que les prix sont partis de 500 000, 1 million. J'ai connu l'étalon quand c'était 1 million, 5 millions, 10 millions. Aujourd'hui, c'est 20 millions. 20 millions pour l'étalon d'or de Yenega. 10, ainsi de suite. Et dans le même sens, cette édition connaît particulièrement une grande innovation par l'introduction du documentaire long et court métrage. Ces films seront eux aussi récompensés de l'étalon d'or, d'argent et de bronze et du poulain d'or, d'argent. Et l'introduction et l'ensemble des prix, c'est autour de 100 millions. Autour de 100 millions de prix à distribuer. Et cette introduction de la catégorie documentaire est-elle pertinente de votre point de vue? Oui, c'est pertinent. Tout ça, c'est bien. Mais ma préoccupation à moi, après ces prix, après le festival, que deviennent les films? Que deviennent les films primés, justement? Ça fait pratiquement 40 ans que nous sommes dans cette situation. C'est dans ce sens-là que je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de retourner aux fondamentaux. Les démarches unitaires à partir d'ensemble à vocation, production, distribution et autres, comme CIDC, Ciprofilm, on peut revenir là-dessus et jouer sur les régions. Mais c'est la volonté politique qui peut le faire. Moi, personnellement, je suis heureux, c'est peut-être un a priori, que quelqu'un comme le président Kagame soit parrain, c'est bien ça. Tout à fait. Son pays est à l'honneur de cette édition. Il était juste il y a quelques jours président de l'UA, c'est ça? Non, président de l'Union africaine. Il a passé, le témoin. Quelques jours, ce que j'ai dit. Mais dans tous les cas, il faut absolument qu'on s'appuie sur sa personnalité, sur son aura, sur son impact, pour relancer ces structures qui étaient bien, qui n'ont pas marché parce que de notre faute, en raison d'un certain nombre de facteurs. Mais enfin, il faut bien recommencer et les politiques ont leurs responsabilités, de même que
les réalisateurs, parce que quand nous parlons de bonne gouvernance, mais il y a une bonne gouvernance aussi qui commence par eux-mêmes. Exact. Parce que ça revient, hein. C'est tout un problème, et le FESPACO, les colloques, les débats. 1, 2, 3, la question de la vie des films après le FESPACO se pose. C'est une organisation. Il y a des gens qui poussent le toupet jusqu'à penser que le FESPACO devrait se fixer comme mission de faire la promotion des films primés. Ça dépasse les prérogatives du FESPACO. Le FESPACO est déjà un canal, un tremplin de promotion et de diffusion, de découverte d'abord du film. Si le film n'a pas un canal comme le FESPACO, comme les autres festivals, pour être connu, le réaliser, il reste dans la bobine. Donc le FESPACO, son rôle, c'est être une tribune de promotion, de diffusion, de découverte du cinéma, de promotion en général du cinéma. Et c'est une formidable plateforme. Il faut peut-être espérer qu'à l'occasion de ce cinquantenaire, on repose toutes ces questions sur la table pour trouver des solutions intéressantes. Disons quand même un mot sur ces cinéastes qui ont marqué le festival et qui nous ont quittés. Paulin Soumanou Vieira, Sambel Ousmane, pour qui, lui, le cinéma est une école du soir permanente. Nous n'oublions pas Idrissa Ouedraogo, Missa Ebié, Ahmed Souané, j'en passe. Lequel de ces cinéastes disparus, peut-être d'autres, vous ont marqué Oui, par exemple, quelqu'un comme Sembène, dès le départ, a été marquant. Moi, à la rotonde du centre culturel franco-voltaïque, je regardais l'écrivain, pas le cinéaste, parce que le cinéaste, je ne le connaissais pas. Le bout de Dieu, voilà. Le mandat, et le docker. Quelqu'un comme Vieira, mais c'est pas que les Africains. Un cinéaste comme Jean Rouch ou Joris Ivens étaient déjà aussi des cinéastes qui s'intéressaient profondément à l'Afrique sous le rapport culturel, historique. Par exemple, le film Moro Naba, réalisé en 1957 par Jean Rouch, eh bien, était sur l'intronisation de Naba Kogri. C'est un des rares films où on voit le premier président du conseil, la Haute-Volta, Ouezin Koulibaly, avec le gouverneur Yvon Bourges, le dernier gouverneur. Autrement dit, dès le départ, des grands noms se sont imposés. Les Vieira ont été constants. Quelqu'un comme Timothée Bassori a été constant, même s'il a presque versé des larmes au débat sur La femme au couteau, où les gens ont fait comprendre, mais c'était un film ardu, difficile à comprendre, qui n'était pas fait pour les Africains. Il a reconnu à l'époque que si son film n'a pas été compris, c'est qu'il était dans l'erreur. Il l'a reconnu. Alors, maintenant, d'autres cinéastes, Idrissa Ouedraogo, qui fait l'objet d'un hommage, c'est un grand cette année, qui a vraiment donné au cinéma africain et qui est une source d'inspiration majeure. Alors, Madame Kouala, quand on va au cinéma aussi, c'est parfois en raison du réalisateur ou de l'acteur. Quels sont ceux qui vous ont marqué, vous? Pour dire, moi, quand il s'agit de FESPACO, je consomme tout. J'essaie de voir le maximum possible des films diversifiés des différentes régions de l'Afrique et de la diaspora. Mais sinon, si c'est le cinéma du monde comme ça, effectivement, c'est le réalisateur ou l'acteur. Mais moi, je peux dire, dans le cinéma africain, je n'ai pas le recul de l'histoire, mais ce que j'ai vécu, il y a quand même des acteurs, des fois proches de nous, Aïe Keïta dans Sarawinia. J'avais vécu ça avec beaucoup d'émotion. C'était une jeune femme, burkinabé, et le film a remporté les talons. C'était à la Maison du Peuple, on était à la clôture. Ça m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. C'est resté ma grande sœur. Sotigi Kouyaté. Voilà. Moi, un réalisateur aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est Mambéty Diop, avec son film Touki Bouki. Je crois que j'ai dû regarder. Il a fallu. J'étais allé à Bordeaux, à l'EIB, l'école internationale de Bordeaux, pour étudier l'écriture cinématographique, pour comprendre le sens de Touki Bouki qu'on a dépecé plan après plan, séquence après séquence. C'est un film d'office, quand tu le regardes, il est en béton. Tout philosophique. Philosophie. Voilà.
Donc, justement, mais quand vous dites ça, j'ai beaucoup aimé ce réalisateur. quand vous dites, on se demande qui va remporter le Talon d'Or de Uniga cette année, vous êtes des personnes avisées. Que regarde-t-on pour primer un film? Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, je pense que la logique d'un jury n'est pas la logique d'un public. Tout à fait. Vous voyez, le Festival de Cannes, dans les années 85, sous le soleil de minuit, tout le monde a hué le réalisateur. Il dit, vous ne m'aimez pas, mais c'est moi qui ai le trophée, la Palme d'Or à Cannes. Mais c'est comme Tay du Sénégal. Donc la logique d'un public n'est pas la logique d'un jury. De sorte qu'on va voir des films, on va aimer, mais dire c'est ce film qui va l'avoir, là c'est un peu difficile. Oh, mais il y a quand même des critères. Des tendances, des tendances. Il y a des critères. En gros, les critères sont exclusivement professionnels et esthétiques. Voilà, c'est le côté professionnel du film, comment il est tourné, comment l'intrigue est menée, le scénario, les dialogues, la lumière, les plans, la prise de vue, le comportement des acteurs, la thématique, l'objectif. Quand tu regardes ce film, qu'est-ce l'enrichissement que tu reçois en regardant ce film? Pour résumer seulement, c'est le côté technique, esthétique et professionnel. Voilà, les supports et tout ça. Technique, esthétique et professionnel. Maintenant, comme vous dites, le proverbe dit que le goût ne s'apprécie pas sur la langue d'autrui. Donc, tu ne peux pas dire ce film m'a plu et l'autre, il va dire moi, ça m'a rien dit. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un jury pour départager. Pour départager. En tout cas, l'actuel détenteur du trophée s'appelle Alain Gomis. Il a été primé en 2017 pour son film Félicité. Ce réalisateur sénégalais avait déjà remporté le trophée en 2013 avec le film Tay, on en parlait tout de suite. Il est donc entré, lui, très vite dans le cercle restreint des réalisateurs qui ont remporté les talons de Yenega 2 fois. Après le succès de Tilaï, d'Idrissa Ouedraogo en 1991 et depuis le sacre de Gaston Kaboré en 1997 avec Boudiam, le Burkina attend toujours de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Cette année, sourira-t-elle à l'un des 3 films burkinabés en compétition? Je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche. Le Burkina n'organise pas le festival pour avoir les talons. D'accord? C'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas ce qu'on dit, mais le public burkinabé espère Oui, d'accord, mais il faut faire comprendre au public burkinabé que le jury obéit à une logique professionnelle, technique. Sinon, on n'aurait pas primé de suite le même réalisateur. En parenthèse, Alain Gomis, quand il a été primé l'année dernière, ils ont fait une projection, comme j'étais en poste là-bas, ils ont fait une projection spéciale pour le corps diplomatique et la presse. Ah, d'accord. Et il a dit, je me suis présenté à lui comme ambassadeur du Burkina, il a dit, le Burkina m'a fait. Parce que son premier contact avec le Burkina, c'était un documentaire. Il est venu avec un court-métrage qui avait eu un prix. Ça l'a encouragé, il est revenu avec TI, il a eu un prix. Il est revenu, il a eu les talons d'or. Donc, c'est pour dire qu'on l'organise. Il n'y a aucun critère subjectif, ni de prérequis. Sinon, on n'aurait pas donné de suite les talons au même réalisateur. Donc, exactement, mais on n'a plus le temps. On a compris cela, mais vous comprenez également le sentiment des Burkinabés. Oui, mais si, il faut comprendre aussi le sentiment des Burkinabés qui espèrent qu'ils auront une nouvelle fois les talons d'or. C'est de bonne guerre. Mais très rapidement, et je voudrais vous écouter là-dessus, très rapidement, 30 secondes. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma burkinabé? C'est une vaste question, je le sais, mais en 2-3 mots. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma burkinabé? On va terminer là-dessus. Cet avenir-là doit se reposer d'abord sur une volonté politique de booster ce cinéma à travers l'appui, à travers la formation, à travers des textes aussi. Et comme le Burkina seul ne peut pas assurer, même au niveau de la production, moi je pense qu'il faut ressusciter les démarches unitaires sous-régionales et que les politiques se mettent à donner vraiment à la culture, quoi. C'est-à-dire, on parle beaucoup de culture, levier de développement. En réalité, on n'en fait pas un levier. Oui, il faut que l'État s'implique et qu'on travaille tous les acteurs doivent travailler très vite, Madame Kuala. Oui, je dirais
en 2 mots que le FESPACO pour le Burkina, c'est un acte d'humanisme. C'est un acte d'humanisme que le politique, le gouvernement, les citoyens burkinabés consentent pour que le FESPACO continue de vivre. Alors, parler de son avenir, moi, on a fait 50 ans. On se retourne, on regarde la rive d'où on est venu. Et le navire FESPACO a dompté des vagues, des tempêtes. On est maintenant à mi-chemin 50 ans. Et on projette d'aller plus loin. Je ne parle pas de l'autre rive, il n'y a pas de rive. Moi, je parle d'horizon sans fin. On travaille pour que les choses aillent mieux. Et toutes les énergies vont se mobiliser pour que le FESPACO aille toujours de l'avant et de mieux en mieux. Pour que le FESPACO aille toujours de l'avant, on reviendra sans doute là-dessus. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 62 qui recevait pour vous Aline Kouala Kaboré. Elle est chargée de mission au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci Madame Kouala d'être passée sur notre plateau. Merci. Également ce soir sur Périscope, Bassirou Sanogo, enseignant et consultant en communication, journaliste de son état et fier de le rester. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci à toutes et à toutes les équipes, rédaction, technique, production, programmation de Burkina Info, qui m'assistent chaque semaine dans la préparation et la présentation de cette émission réalisée aujourd'hui par Inès Sorgo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission. Prenons soin les uns des autres et prenez également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.